Bienvenue à ce film qui couvre Bâle III. En particulier, les grands axes de la nouvelle réglementation Bâle III et autrement un peu un aperçu des ramifications de ce que Bâle III veut dire pour les banques. Alors, commençons avec la première partie, Bâle III. Bâle III, comme le nom l'indique, part de Bâle II. Bâle II était surtout focalisé sur le capital. Je vous rappelle que typiquement, comme les banques donnent beaucoup de prêts, il y a toujours des risques associés à ce prêt, et donc Bâle II envisageait qu'il peut toujours y avoir des risques et qu'il faut avoir une partie des capitaux réservés pour ce type de risque. Je vous rappelle que, prenons l'exemple de BNP Paribas Fortis, j'arrondis les chiffres pour rendre la comparaison plus facile, mais prenons 200 milliards de prêts. Maintenant, ce que disait Bâle II et ce que continue à dire Bâle III, c'est qu'il y a des risques associés à ces prêts. Et ce risque n'est pas nécessairement égal pour tous les prêts. Et donc, ça veut dire qu'on va pondérer les prêts pour arriver à ce qu'on appelle en anglais les risk-weighted assets. Et par exemple, prenons 200 milliards de prêts, il y en a qui seront pondérés à 100%, à 50%, même un peu inférieurs. Et donc, de retour dans ce cas-ci, et j'arrondis, pour BNP Paribas Fortis, 200 milliards de prêts nous amènent à peu près 100 milliards de ce qu'on appelle en anglais risk-weighted assets. Bâle II disait qu'il fallait réserver 2,5% sur ces risk-weighted assets, donc dans ce cas-ci 2,5 milliards. Maintenant, Bâle III reprend les mêmes concepts, mais dit que le niveau de capital qui est nécessaire n'est plus de 2,5%, mais de 7%, ou même encore supérieur, dépendant de la type de l'activité, type de banque. Donc ça, c'est la première chose, on augmente substantiellement le capital nécessaire dans les banques. La deuxième chose que Bâle III ajoute, c'est la taille du bilan. Donc au fil du temps, on a eu des banques qui ont grandi la taille de leur bilan et Bâle III veut mettre une limite à cette taille, donc ce qui veut dire qu'il y a une réduction qu'on anticipe dans les bilans. La troisième chose, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est qu'on a ajouté la liquidité. La liquidité est représentée par ce seau, donc ce qu'il y a dans le seau n'est pas de l'eau, bien sûr, c'est de la liquidité, mais ce qui est donc des euros et des cents. Et alors, je vais utiliser ce seau à travers la première partie de ce film pour un peu illustrer ce que Bâle III exige en ce qui concerne liquidité. Alors, d'abord la liquidité. La liquidité pour une banque, c'est quoi? La banque, elle collecte des dépôts, elle va donner des prêts, et donc à la fin de la journée, elle a un certain montant de cash qui vient à travers les dépôts, certains montants de cash qu'elle a donné dans des prêts, et donc elle n'est pas nécessairement en équilibre. Et donc si elle a plus de dépôts, elle va typiquement déposer dans d'autres banques. Si elle a plus de prêts qu'elle a de dépôts, elle va emprunter dans ce qu'on appelle le marché interbancaire, donc chez les autres banques. Bien sûr, ce qui est important, c'est qu'à chaque période, il y a un équilibre entre tous ces prêts et tous ces dépôts. Et donc, c'est pour assurer que cet équilibre continue à exister que la Bâle III a voulu implémenter une réglementation. Avant d'y arriver, je vous explique la métaphore du seau. Donc le seau, comme je vous ai dit, il se remplit de euros et de cents. Et donc, chaque fois quand la banque attire des dépôts, il y a le seau qui va se remplir. Chaque fois quand la banque va donner un prêt, il y a de l'eau qui part du seau. Pourquoi? Parce que cet argent n'est plus dans la banque, bien sûr, mais elle est dans la société, ou chez le particulier, ou chez celui-là qui a vendu quelque chose au particulier, etc. Maintenant, il y a quand même encore une chose importante avant qu'on arrive à la réglementation, c'est que ce flux, aussi bien de la liquidité qui entre et la liquidité qui sort, est très unique à chaque banque. Je m'explique, si on a une banque qui en particulier attire des dépôts, le seau il va se remplir à une grande vitesse, il pourrait même déborder. D'autre part, dans l'autre côté du spectrum, si je suis une banque d'affaires, et en particulier je donne beaucoup de prêts aux grandes sociétés, mon seau il va se vider très vite. Cette vitesse à laquelle un seau se remplit, se vide, est relativement unique à chaque banque. Bâle III dit, pour uniformiser et pour avoir une mesure qui s'applique à toutes les banques,
On va exiger que les banques font un stress test et Bâle 3 dit que durant 30 jours de stress, il doit toujours y avoir de la liquidité dans la banque, donc de la liquidité dans le seau. Ça veut dire que Bâle 3 prescrit ce que le stress test, qu'on l'appelle en anglais, va être. Premièrement, elle dit, durant ces 30 jours de stress, quand il y a un prêt qui vient à échéance, et normalement on pourrait supposer qu'il serait repayé entièrement, durant la période de stress, ce n'est pas le cas. Il n'y a que 50% qui est remboursé, et donc il y a 50% que la banque devra reprêter à la société ou au particulier, et donc il y a 50% qui sort. Ça, c'est pour les crédits. Maintenant, regardons les dépôts. Les dépôts, premièrement, des particuliers, des PME, là, Bâle 3 dit entre 5 et 10% pour l'un pour l'autre qui va partir. Donc, durant ces 30 jours, il y a 5% des dépôts des particuliers qui vont sortir de la banque. En même temps, la Bâle 3 dit que pour les dépôts des banques, donc quand il y a une banque qui a fait un dépôt chez notre banque, ce dépôt-là, il sera parti entièrement. À 100%, il sera parti à la fin de cette période de stress test. Bien sûr, il y a une troisième catégorie, la catégorie des dépôts des sociétés. Et là, il y a un aspect très important dans Bâle 3 qui dit qu'il y a 25% ou 75% qui va partir des dépôts de ces sociétés, dépendant du fait si oui ou non la banque a une relation opérationnelle. Imaginons qu'une banque a 10 milliards de dépôts de société. Si elle a une relation opérationnelle, elle en perd 2,5 milliards. Supposons qu'elle n'a pas une relation opérationnelle, elle perd 7,5 milliards. Donc ça fait une différence de 5 milliards dans le stress test Bâle 3. Ceci, on va y revenir, c'est une notion très importante, c'est un peu la Bâle 3 qui guide les banques vers les activités traditionnelles. Je vous ai expliqué que cette liquidité, il faut en avoir suffisante pour pouvoir, après 30 jours de stress, avoir toujours de la liquidité dans la banque. Donc, ce qui veut dire que ça va peser sur le résultat net. Deuxièmement, je vous ai dit que les capitaux propres, il faudra en avoir plus. Maintenant, on divise ce qui devient plus petit par quelque chose qui devient plus grand. Donc, on comprend que ce qu'on appelle en anglais le return on equity, ou en français le résultat sur les capitaux propres, va diminuer. Donc ça, c'est une chose qui se présente quand même tangiblement pour les banques. Le défi fondamental est de garder un équilibre entre les prêts et les dépôts. Ça, c'est le défi fondamental qu'il faudra faire tous les jours et donc qui sera quand même la guidance pour toutes les banques. Maintenant, comme je vous ai dit que la profitabilité est quand même aussi un élément important, en particulier la profitabilité exprimée vis-à-vis du capital, et donc des ventes croisées resteront quelque chose de très important dans les axes de tout ce qui fait le métier de banquier. Donc il y a les prêts et les dépôts qu'il faut garder en équilibre. Il faut certainement continuer les ventes croisées. Maintenant, ces ventes croisées, ils nous amènent aussi autre chose. Ils nous amènent cette intimité opérationnelle dont je vous ai parlé plus tôt. C'est-à-dire, à travers le fait d'équilibrer les prêts et les dépôts, d'être en relation continue et explorer des éléments de vente croisée, ça nous amène une intimité opérationnelle avec le client. Et cette intimité opérationnelle nous permettra d'être beaucoup mieux positionnés en ce qui concerne retenue de liquidité durant ce stress test. Donc ceci est quelque chose qui est vraiment important pour le calcul de Bâle 3 et ce qu'elle veut faire que pour la bonne continuation de la banque. Et donc, ceci nous amène que pour des banques, c'est important d'avoir plusieurs activités complémentaires au métier des dépôts et des prêts. Par exemple, cash management. Cash management est un facteur clé dans ces activités. Et en plus, par exemple, BNP Paribas Fortis est très heureux d'avoir factoring, qui est aussi une activité très complémentaire, que ce factoring est revenu au sein de BNP Paribas Fortis et fera donc partie des éléments qui seront au service du client. Voilà, avec ceci, j'espère avoir donné un aperçu
de ce qu'amène Bâle 3, la réglementation Bâle 3, et comment elle pourra impacter les banques et donc ses interactions avec ses clients. Et donc, en synthèse, ça devrait nous amener à des banques qui augmentent encore plus leur affinité avec le client et qui s'orientent encore plus vers le métier de base de banquier. Merci beaucoup.